C'est bon? Ouais. Donc on va commencer cette session sur le prix Gerfagnon. Alors je ne sais pas si vous connaissez tous Jean Gerfagnon. Moi je l'ai connu dans ma période de recherche à France Télécom. Alors à ce moment-là il était plus à France Télécom, mais il a été le patron de mon centre de recherche à Lannion, juste quelques années avant que je n'y arrive. Et il était parti ensuite travailler à Alcatel, puisque, ou c'était peut-être, ouais, c'était Alcatel ou c'était Marcoussis. Dans ces domaines-là, les sociétés elles changent souvent de nom. Hein. Il y a eu la CGE, il y a eu Alcatel, maintenant c'est Alcatel-Lucent, puis Nokia. Et donc il a continué son activité au sein d'Alcatel, et c'était à cette période-là qu'on se croisait assez souvent. Et donc, suite à son décès, on a décidé. Alors, il y avait une petite cagnotte qui était issue de l'organisation d'une conférence qui s'appelait ECOC. Et on s'est dit que finalement, une bonne façon d'utiliser cette cagnotte, c'était de créer ce prix. En son hommage, parce que finalement la photonique c'est quand même sa passion, et l'application de la photonique aussi. On a commencé ce prix, et puis qu'on a fait évoluer de plus en plus vers des chercheurs qui sont déjà pas débutants, mais qui avaient déjà une certaine carrière derrière eux, et qui avaient des projets de transfert. C'est quelque chose qu'on a plus fait évoluer dans ce sens-là quand j'ai pris la présidence, et j'ai dit ok, je veux bien, mais que si Alain Aspect me suit. J'étais le voir, et puis il m'a dit, je le connaissais pas plus que ça, il m'a dit ah ouais, ça me plaît bien, on fait ça ensemble. Et je me suis dit, j'avais la caution scientifique, et en plus la caution scientifique était extrêmement enthousiaste à l'idée de transférer des belles choses des labos. Bon. Je pense que les expérimentateurs sont plus. Alors, t'es tout. T'as de la théorie, mais aussi l'expérimentateur. Je pense qu'ils sont plus ouverts à la dissémination de leurs idées. Et on a fait un très bon couple. Donc, au bout de 2 ans, moi, j'ai dit je laisse la présidence. Alain, qui était vice-président, il est devenu président. Il m'a dit, j'ai dit, tu vas choisir un nouveau vice-président. Il m'a dit, non, c'est toi qui restes. Et depuis, l'attelage a bien fonctionné. Puis ça fait maintenant, je sais pas combien, 10 ans au moins qu'on... Voilà, ouais, moi non plus. Voilà. Alors, je crois qu'on est en retard déjà. Alors, donc le prix, effectivement, a au moins 12-15 ans. Ouais. Et l'idée, avant de décerner le prix de l'année, on se dit, alors il y a eu beaucoup d'évolutions. Hein, au début, on n'avait qu'un lauréat, et puis après, on s'est dit quand même les finalistes qu'on interviewe quelques semaines avant la remise des prix. Ils ont quand même de très beaux projets, et c'est comme on s'est dit quand même, on va les honorer. Et donc maintenant, depuis quelques années, ça c'est Alain, hein, c'est une idée d'Alain. On a décidé de les faire venir, donc l'ensemble des nominés. Et donc on honore évidemment le lauréat. Et une nouvelle idée, c'était de dire, quand on remet ce prix, c'est quand même bien de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait les anciens lauréats. Et cette année, on a décidé d'inviter Nicolas Treps, donc lauréat 2013, donc il y a 10 ans, et qui va nous parler de son activité du moment. Nicolas. Voilà. Alors, je crois qu'il faut appuyer là. Ça, j'ai le mien normalement. Et en plus, ça marche. Très bien, merci beaucoup. Et en effet, merci beaucoup de l'invitation. Ça fait extrêmement plaisir de venir ici, 10 ans après Spree, qui était quand même quelque chose de très important à la fois pour moi, hein, personnellement. Je trouve que c'était une reconnaissance de ce type d'activité qui est de transférer une techno. Et puis pour l'entreprise elle-même, ça arrivé pile au moment où on a créé l'entreprise, hein, qui a été créée il y a exactement 10 ans, en juin 2013. Et donc ça a été un vecteur porteur aussi, hein, pour faire la pub de l'entreprise. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de l'entreprise, mais je vais essayer de vous parler en quoi finalement ce passage
par la technologie, l'ingénierie, nous permet à nous, dans nos labos, de faire de nouvelles manips, voilà, qui ont un intérêt, vous verrez bien, ce sera à vous de juger, mais qui reviennent dans nos labos pour faire des nouvelles choses qu'on n'aurait pas pu faire sans le passage par l'ingénierie. Et l'autre point aussi, peut-être pour rassurer un peu l'audience, parce que moi, on a eu pas mal de choses par Alain Aspect sur l'optique quantique, mais c'est pas ici l'objet, ça va partir de physique quantique. Je vais vous parler un tout petit peu d'optique quantique pendant 2-3 diapos, et après tout le reste, c'est en fait purement de la physique classique, et on a utilisé des outils qu'on a développés grâce à l'optique quantique pour faire d'autres choses purement classiques et qui sont au moins tout aussi intéressantes. Alors j'ai quand même ressorti quelques anciennes diapos, il faut bien, donc celle-ci elle a oula, pareil, bien plus de 10 ans pour le coup, là, on a quasiment 20. Mais c'est un petit peu le point de départ. On s'était posé à l'époque une question assez simple qui était de savoir comment on peut mesurer de manière le plus précise possible la position d'un faisceau laser. Alors cette question, on l'a traitée à l'époque de manière extrêmement naïve et extrêmement bête. On fait un petit dessin, on regarde si ça bouge, et puis on dit que ça bouge peu. Et donc on fait ce qu'on sait faire quand on fait de la physique de base, on fait un développement de Taylor à l'ordre 1, et on se dit que le champ électrique qui s'est déplacé d'une quantité d, c'est le champ électrique non déplacé, plus la dérivée du champ électrique par rapport au déplacement. Puis après on met des petites images là-dessus qui correspondent à la forme du faisceau, et si j'ai un faisceau lumineux qui est un faisceau gaussien, sa dérivée, c'est un mode de Hermite-Gauss 0,1. D'accord, et quand on regarde ça, eh bien on se dit, l'information sur le déplacement, il est stocké exclusivement, en tout cas pour des petits, dans ce mode électromagnétique. Et donc, l'idée, ça a été de savoir comment extraire ce mode électromagnétique pour retirer cette information. Et avec ça, donc c'est d'ailleurs Claude Fabre, au départ, qui avait pensé à cette idée-là. Et on a fait un peu de théorie, on a fait des calculs, ça nous a permis de faire quelques beaux articles. Je ne vais pas revenir sur tous les détails de ça. Un point intéressant, c'est l'ordre de grandeur. C'est si on arrive à mesurer ce mode-là, ce qu'on voit, c'est qu'on est capable de mesurer des déplacements pour un faisceau qui fait 1 mm, qui sont de l'ordre de l'angstrom. Donc on revient finalement aux ordres de grandeur. C'est quelque chose qui est la taille de l'atome pour un faisceau qui fait simplement 1 milliwatt et un temps de mesure de 10 microsecondes. Donc la limite quantique, en fait, parce que la limite est donnée par la répartition aléatoire des photons, est quand même très très basse, et c'est intéressant d'atteindre ça. Et puis après, on essaye d'expliciter ces valeurs, et on trouve que le plus petit déplacement qu'on peut mesurer, c'est W0, c'est-à-dire la taille du faisceau, multiplié par un facteur de bruit, sur lequel je vais revenir, et divisé par 2 fois la racine du nombre de photons mesurés pendant le temps d'intégration. Alors en fait, cette formule-là, elle vient de ce qu'on appelle, je vous rassure, c'est le deuxième et unique diapo avec des formules, elle vient de ce qu'on appelle l'information de Fisher. Donc vous savez, on a parlé de Shannon tout à l'heure, mais on est capable de quantifier la quantité d'informations encodées dans un faisceau. Ça s'appelle la limite de Kramer-Rao, et donc ça c'est la limite de Kramer-Rao pour une détection en bodine. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour une détection qu'on savait faire, et on montre exactement ça, et l'information de Fisher, elle nous donne exactement cette formule. Donc ça c'est une formule qu'on calcule un peu à la main en modélisant l'expérience, et puis on fait quelque chose un peu plus propre. On trouve la même chose en prenant en compte notre système de détection. Et la variance qui est ici, justement, c'est le bruit. Et donc c'est ce sigma n, c'est le bruit qui est dans ce faisceau-là. Quand on a du vide, on a le bruit du vide, ça vaut 1. Et puis si on est capable de modifier le bruit du vide, on peut faire plus petit et avoir une sensibilité meilleure. Ce qu'on a réalisé un peu plus tard, et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, il y a une autre quantité qui s'appelle la limite de Kramer-Rao quantique. Et la limite de Kramer-Rao quantique, c'est l'optimisation de la limite de Kramer-Rao sur toutes les mesures quantiques possibles, en utilisant des choses linéaires, des choses non linéaires, tout ce qu'on veut. Et donc c'est vraiment, en fait, ça exprime, dans cette limite-là, ça prend en compte le système de détection, alors que celle-ci, vraiment, elle exprime la quantité d'informations qui est là et que je pourrais potentiellement extraire. Et ce qu'on s'est rendu compte, ce qui était bien, c'est que notre petit modèle ad hoc avec le développement de Taylor, en fait, donne exactement la même chose que la limite de Kramer-Rao quantique, à une petite nuance près, c'est qu'ici, vous avez la variance de la phase du champ. Ici, vous avez la variance de l'amplitude du champ. Donc si on a un état minimum au sens de la physique quantique, ces deux choses-là sont exactement inverses l'une de l'autre, et donc on a bien exactement la même chose. Donc dans le cas des états purs, on a la même chose. Alors je finis sur cette petite intro. Ce qu'on voit là-dedans, et je ne vais pas en reparler de ça, mais c'était juste pour vous dire d'où ça tout sort, ce qu'on voit, c'est que cette limite nous dit que la seule façon pour améliorer la mesure au-delà du bruit aléatoire des photons, c'est de changer
le bruit dans ce mode-là. Et donc, ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle du squeezing. Et si vous avez des questions, je pourrais vous en parler. Et ça nous a permis de faire des jolies manips de physique, d'optique quantique, de physique fondamentale. Alors ça m'amène à j'aime bien présenter, mettre ça un petit peu en perspective sur cette diapo-là, pour bien réfléchir à ce que ça veut dire que de faire des mesures optimales, au sens justement de la théorie de l'information. Puisque à chaque fois qu'on fait le calcul, on trouve ce genre de formule, où θ c'est le paramètre qu'on veut estimer, quelle que soit sa nature, dans mon cas c'était le déplacement d'un faisceau, et cette formule a ce genre de termes. Alors pourquoi c'est intéressant? Qu'est-ce qu'on peut en ressortir en cette formule? D'abord, la première chose à faire, c'est de réussir à la calculer. Ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la limite quantique de Kramers-Rao. Et puis ensuite, elle nous dit quoi, cette formule? Elle nous dit, ici c'est le nombre de photons. Donc elle nous dit que la première chose à faire expérimentalement pour améliorer nos mesures, c'est quand même d'augmenter le nombre de photons. Donc ne jamais oublier ça. Je pense que dans cette audience, je n'ai pas besoin de vous convaincre. C'est toujours bien, si on met plus de puissance, c'est quand même ce qu'il y a de plus facile à faire. Et puis, un autre point important, c'est ce paramètre qui est devant, qui est la façon dont ma lumière varie avec le paramètre. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais la taille du faisceau. Plus le faisceau est petit, plus il est sensible à un déplacement. Donc c'est exactement ce que nous dit ce paramètre-là. Donc ça, c'est optimiser la lumière que j'utilise pour faire ma mesure. Et puis après, seulement une fois qu'on a regardé ces deux choses qui sont des choses classiques, on va pouvoir se poser des questions quantiques. Donc on va pouvoir se dire, le paramètre de puissance ici, c'est 1,5 si j'ai un état cohérent ou du vide, et puis si je vais mettre des états quantiques exotiques, je vais réussir à avoir 1. Mais c'est extrêmement dur à faire. Néanmoins, quand on ne peut pas faire autrement, on peut se poser cette question-là. Et puis sinon, il y a le bruit dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le bruit du mode. On peut utiliser du squeezing pour gagner un préfacteur. Mais ce n'est pas encore la fin de l'histoire, parce qu'après, c'est bien gentil cette formule, mais il faut réussir à l'atteindre. Et donc, il y a deux choses à faire. C'est il faut trouver une mesure qui est capable d'atteindre cette limite. Et puis, une fois qu'on a la mesure, c'est être capable d'utiliser les données pour extraire le bon estimateur. D'accord ? Donc, en fait, de cette métrologie quantique, il y a énormément de choses et on peut s'intéresser à plusieurs choses. Et aujourd'hui, en fait, je vais finalement m'intéresser quasiment exclusivement au dernier point. C'est on a cette limite et on va voir simplement, avec une expérience assez simple, comment on peut l'atteindre. Alors, une petite, avant de continuer là-dessus, une toute petite digression, c'est que donc nous, on voulait faire ce genre de choses, vous avez vu, pour le faisceau qui se déplace, et pour ça, on avait besoin de manipuler ces modes, le mode 0,0, le mode 0,1, etc. Et donc, dans le cadre du prix Jean-Georges Fagnon et de l'entreprise qui a été créée, en fait, on avait développé un système d'optique qui nous permettait de prendre des modes laser 0,0 et de les mélanger en changeant la forme des différents modes. C'est ce qu'on appelle du multiplexage spatial, et l'expérience, donc celle-là, elle date de 2009, qui a été faite en Australie, d'ailleurs, avec mon collègue Hans Bacor. C'était une expérience d'optique habituelle, qui fait ça fait 1 mètre à peu près, il y a un miroir déformable, il y a plein de choses. C'était quelque chose un peu compliqué, mais malgré tout, le principe était démontré qu'on pouvait mélanger de manière unitaire, sans perte, en utilisant des déformations de phase. On prend des modes comme ça et on vient les mettre tous ensemble. Alors je ne rentre pas dans les détails de ça, parce que ce n'est pas l'objet, mais bien entendu, si vous avez des questions. Et puis donc ça, c'est ce qu'on faisait en 2009, et puis ça, c'est ce qui se fait maintenant. Et encore, il y a des versions un peu plus petites. Donc la table d'1 mètre, ça ressemble à ça, donc ça, c'est grand comme ça. D'accord, c'est complètement fixé. Et puis la transformation, elle se passe comme ça. Donc vous avez, on peut la regarder par exemple dans ce sens-là. Vous avez une dizaine, alors ça va jusqu'à 45, mais là c'est en exemple une dizaine de fibres monomodes qui arrivent sur ce système-là, donc ça se reflète. Sur ce miroir, il y a gravé des petits trous et des petites bosses, donc ça fait une déformation de phase à chaque transformation. Donc ça fait une transformation unitaire de la lumière, il n'y a pas de perte, modulo la qualité des miroirs qu'on utilise. Et l'ensemble est couplé à la sortie, et chaque mode ici se couple vers un mode transverse ici. Voilà, donc ça c'est l'objet de l'entreprise Skylabs, et dont le marché actuel, au départ c'était pour la communication, les télécommunications, il y a encore un petit peu ça, mais on va y revenir un tout petit peu. Des nouveautés maintenant, c'est de regarder les communications terre-espace, et d'utiliser ça pour s'affranchir des turbulences dans les communications terre-satellite. Alors justement, on va avancer un petit peu. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on fait avec. Et donc, on s'est reposé la même question, puisque quand on a une bonne question, autant la creuser. Mais en la mettant dans un cadre, alors c'est pas que nous, dans un cadre un peu plus général, au lieu de regarder la position d'un faisceau laser, on va se poser la question de localiser la position d'une étoile dans le ciel. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu ce matin dans la présentation sur l'imagerie avec les télescopes. Quand on a ce genre de choses, si on a une étoile qui est là ou qui est juste à côté, il y a un petit décalage
de la point reference function, j'ai oublié comment on dit en français, la fonction d'étalement de points, c'est ça, de mon télescope, qui fait la fonction de l'appareil. Fonction d'étalement de points, non, j'ai entendu ça des fois. Bon. Donc disons la fonction d'appareil qui nous dit, ben, on va avoir une limite qui est liée en fait un peu aux critères de Rayleigh, qui garde une certaine validité. On l'a vu ce matin aussi, le lambda sur D, qui nous donne la résolution de l'appareil. Mais là, on peut utiliser ce qu'on fait tout à l'heure, et ce qu'on fait tout à l'heure, donc en décomposant cette lumière-là, en fait, on a beaucoup mieux que ce lambda sur D. Et le problème qui a beaucoup excité les chercheurs dans ce domaine-là depuis 2016, c'est au lieu de considérer le fait que j'ai une étoile qui bouge, parce que c'est finalement un problème que les gens arrivent à bien traiter, c'est maintenant de considérer j'ai deux étoiles. Donc c'est le même schéma, mais maintenant j'ai deux étoiles en même temps. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir à partir de quelle séparation, spatiale ou angulaire, je vais pouvoir savoir si j'ai une ou deux étoiles qui arrivent, qui éclairent mon appareil. Et est-ce que je peux faire, là aussi, mieux que la limite de Rayleigh? Alors c'est plus compliqué, parce que les deux étoiles, elles sont incohérentes, et donc je ne vais pas pouvoir utiliser des techniques interférométriques directement pour mesurer ça. Donc le problème a été formalisé un petit peu par Tsang, hein, mais avec des idées qui ressemblent à ce qu'on faisait avant. Donc le petit schéma, c'est le même, c'est ça. Et donc là, si je fais de l'imagerie avec une caméra, je vais être en pratique limité par la limite de Rayleigh. Ah, un préfacteur près, hein, mais c'est à peu près la même chose. Et donc on peut réfléchir en faisant ce que nous on faisait avant. On se dit, donc en fait ça c'est pour vous expliquer un petit peu le concept de ce qu'il y a là-dedans, traitons le problème de deux sources indépendantes. Parce que ces deux sources, de toute façon, elles sont incohérentes. Elles sont là en même temps, mais elles sont incohérentes. Donc considérant que j'en ai qu'une, celle-ci par exemple, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, celle-ci va pouvoir se décomposer sur les modes de Hermite-Gauss. Tout à l'heure je faisais qu'au premier ordre, hein, mais le déplacement est plus grand, on peut mettre les ordres d'ordre supérieur. Et puis maintenant si je prends la deuxième, ici elle est déplacée de D1 de l'autre côté, donc pour faire une séparation totale de 2D, j'ai exactement la même chose, sauf que comme celle-ci elle est déplacée de l'autre côté, j'ai un signe moins ici. Parce que ça, ce sont des modes impairs. Et comme les modes sont impairs, quand je me déplace d'un autre côté, ce n'est pas le même signe quand je me déplace vers le haut. Alors si les deux lumières étaient cohérentes, quand je ferais la somme, ici il y a des termes qui s'annulent, ça va poser problème. Comme elles sont incohérentes, qu'est-ce qui est intéressant quand c'est incohérent? C'est qu'on peut faire la somme des intensités. C'est-à-dire que l'intensité totale que je vais avoir ici, c'est la somme des intensités qui sont là. Et la somme des intensités, c'est pas grave, le signe moins, il s'en va, puisque je prends le module carré. Donc maintenant, si je regarde mon problème en intensité, l'intensité de la lumière qui arrive ici se décompose sur ces modes-là, avec l'intensité de celui-là, l'intensité de celui-là, l'intensité de celui-là. Et donc si je suis capable d'extraire toujours ce mode-là, et cette fois-ci de faire une mesure d'intensité, bah de nouveau, je vais pouvoir retrouver ma séparation avec une limite bien inférieure à la limite de Rayleigh. Et donc l'idée, c'est de faire la même chose, mais en utilisant un appareil, vous allez voir lequel, je laisse le suspense, qui va séparer les modes transverses. Et si là on met des équations, alors il n'y a même pas de calcul à faire, hein, ce qu'on trouve en fait, c'est que la limite, donc l'information de Fischer pour ce problème-là, est en fait la même que mon problème à une source, donc tu fais ce laser que je pouvais déplacer, modulo le fait que j'ai deux sources, donc il faut mettre un facteur 2, donc il n'y a plus le 2 ici, hein, mais sinon c'est exactement la même chose, parce qu'en fait c'est deux fois le même problème, comme c'est incohérent, on fait la somme des intensités. Et donc vous trouvez notamment dans l'article de Tsang, hein, cette courbe qui est quand même assez intéressante, qui vous donne l'information qu'on peut extraire de notre système en fonction du système de mesure. Donc si j'utilise quelque chose qui va décomposer ma lumière sur des modes transverses avec une détection d'intensité parfaite, je vais avoir cette information-là qui est 1. Donc c'est le maximum qu'on peut avoir, hein, c'est un 1 en unité arbitraire. Si j'utilise ce qu'ils appellent un binary spade, c'est-à-dire que je mesure que le 0,0 et le 0,1, j'ai cette courbe-là en fonction de la séparation. Donc on voit que pour des petites séparations, je sature ce qu'on peut faire de mieux. Et puis si j'utilise une caméra, aussi bonne soit-elle, avec un nombre infini de pixels, une sensibilité infinie, eh bien, pour une séparation 0, la caméra ne me donnera plus aucune information. Donc ce n'est pas la bonne stratégie. Voilà, donc nous, dans le groupe, hein, on met en œuvre ce principe-là. Donc j'ai juste repris là la même image. Hein, et ce qu'on met au milieu, bien entendu, c'est le démultiplexeur de Skylabs. Et j'insiste hein, sur le fait que si on n'avait pas, si Skylabs n'avait pas développé ce système-là de manière intégrée, jamais on aurait pu mettre cette chose-là sur nos expériences. Voilà, donc voilà l'expérience qu'on fait. Alors, on a fait, juste pour vous montrer, ça c'était un premier résultat de 2020, mais qui est tout simple,
qui était juste, enfin tout simple, qui était de vérifier qu'au moins dans chaque mode ici à la sortie, la puissance qu'on a, donc ça c'est je ne vais pas le détailler parce que je vous donnerai d'autres résultats plus clairs avant, mais qui montre simplement que la puissance moyenne dans mes différents modes correspond bien à ce que me prédit la théorie. Par contre ici je mesure que la puissance moyenne, donc je n'ai pas encore la sensibilité de la mesure. Et en fait la grande difficulté c'est d'avoir vraiment la sensibilité de la mesure. Alors pour ça, je vais vous détailler, hein, je pense que c'est bien l'occasion, un petit peu l'expérience qu'on fait actuellement. Alors c'est une expérience à moitié intégrée, parce qu'il y a quand même des fibres optiques sur la table, on est dans le thème. Donc voilà le schéma général, alors je vais vous détailler un petit peu. Donc bien sûr, on essaye de... c'est une expérience modèle, hein, on ne prend pas de vraies étoiles, on va les simuler. Donc ce que je fais, c'est que je prends un laser cohérent ici, que je sépare en deux pour faire mes deux sources. Et puis pour que mes deux sources soient incohérentes, je mets des modulateurs de phase et modulateurs d'amplitude. Et puis là, c'est le schéma d'interférence entre les deux sources si les modulateurs ne sont pas en marche. Et puis là, s'ils sont en marche, donc on voit bien qu'on obtient des sources incohérentes. L'intérêt de ça, hein, pour nous, c'est qu'après, on va pouvoir étudier la cohérence partielle en changeant ces modulateurs. Ici, donc, on a le décomposition en mode avec les mesures d'intensité. Ça, c'est ce que vous attendiez. Donc là, vous avez les deux sources qui arrivent, qui sont imagées là-dedans. Et puis, point très important, sur lequel on ne saurait que trop insister, ici, vous avez un détecteur à cadran. Donc c'est quelque chose à 4 cases. Et un détecteur à cadran, ça a une sensibilité redoutable pour mesurer la position d'un faisceau laser. Bien entendu, si j'en mets deux, donc ici, hein, j'ai 4 croisants, si je mets 2 faisceaux laser, que je fais la différence des deux, je n'ai aucune information. Mais quand j'en ai un, je peux. Alors, comme je fais une expérience de démonstration, bien entendu, mes 2 étoiles, je peux en couper une. Ça, c'est pas dur. Donc, ça veut dire que je vais pouvoir vérifier, ou benchmarker, comme on dit en anglais, hein, vérifier les résultats que je vais trouver expérimentalement, en mesurant successivement la position de cette source et la position de cette source. Et puis après, je remets les deux, donc je me mets dans une configuration où là, je ne vois rien, et je regarde si je trouve la même chose ici. Donc voilà l'expérience, à quoi ça ressemble, hein, avec donc Clémentine, ma doctorante qui manipule, et moi qui prends la photo. Et je pense que c'est une configuration judicieuse, hein, de faire ça comme ça. Et donc là, vous voyez le démultiplexeur lui-même, et puis l'ensemble des appareils. Donc l'intérêt de la photo, hein, c'est de montrer que finalement, c'est une expérience qui n'est pas très grande, en tout cas par rapport à une expérience d'optique quantique habituelle. C'est un montage qui est plutôt relativement simple. Alors, premier point pour ce genre de choses, pour réussir à faire une bonne mesure, il faut calibrer l'appareil. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a calibré l'appareil avec une source. Donc je prends une source, je la déplace, hein, latéralement, et puis je regarde la puissance de sortie sur les différents modes. Alors je vais me focaliser essentiellement sur le mode 0,1, parce que c'est celui qui nous sert. Je pourrais vous expliquer en fait à quoi les autres nous ont servi. Mais là, je vais me focaliser essentiellement sur le 0,1, et on regarde la puissance en fonction du mode 0,1. D'accord ? Donc ça, c'est une courbe de calibration à une source. Et donc ce qu'on fait pour essayer de ne pas tricher, alors c'est toujours des choses un petit peu de principe, hein, mais la calibration à 2 sources, on la fait à partir de celle à une source. C'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que les sources sont identiques, et si elles ne le sont pas, tant pis, on aura des erreurs. D'accord ? Mais un vrai appareil, on va le calibrer qu'avec une source. Donc on fait à une source, et puis quand on a une source, on la symétrise pour celle à des sources, et on en déduit la puissance qu'on ressort en fonction de la séparation. Et ça, on le calibre aussi avec le split detector. Et puis allons-y, hein, faisons nos mesures. Alors on s'est amusé, parce qu'on fait de la science, hein, donc on s'est amusé à faire des mesures dans 2 régimes très différents. Un régime qui correspond peut-être plus à ce qui se passe dans le cas des étoiles, hein, donc de très bas flux, donc de l'ordre de 50 femtowatts, donc en pratique 3500 photons par seconde sur les détecteurs. Et puis un régime qui correspond plus à celui du pointeur laser qui est ici, donc de l'ordre du milliwatt, et dans ce cas-là, c'est des ordres de grandeur complètement différents. Et comme le système est complètement linéaire, il faut juste changer les détecteurs, et sur le principe, ça devrait marcher, quel que soit le flux. Et donc, comment on fait ce genre de mesure ? Comme je vous l'ai dit, on mesure la position de chacune des sources avec le détecteur à cadran, puis on fait la mesure elle-même avec le démultiplexeur, et en fait la mesure, on la répète 200 fois, donc on se définit un temps de mesure, et on fait 200 fois de suite pour pouvoir calculer la variance, et avoir la sensibilité de notre mesure. Voilà. Et donc, venons-en aux résultats. Donc, premier cas, le cas à bas flux. Donc ici, je vous ai dit 3500 photons et un temps de mesure de 100 millisecondes. Je prends mes 2 sources et je regarde ce qui se passe. Donc, ce que je trace ici, c'est
la séparation entre les deux sources, comme elle a été calibrée par le détecteur à cadran, et ce que moi je trouve dans mon expérience, et ça c'est la ligne égale 1, et puis vous avez dessus les points expérimentaux avec les barres d'erreur. Donc dans le cas de ce bas flux, en fait, la première chose qu'on voit, c'est que ça marche extrêmement bien, avec des sensibilités, si vous regardez la barre d'erreur, d'une trentaine de micromètres, pour des faisceaux qui font 1 mm. Donc même avec un très bas flux, parce qu'en gros, une mesure, c'est 200 photons sur le détecteur. Donc avec 200 photons sur le détecteur, on a une sensibilité qui est bien en dessous de la taille du faisceau sur la mesure de cette séparation de source. Voilà, et puis donc là on a comparé un petit peu avec la théorie et on a regardé la sensibilité qu'on mesure en fonction de la séparation. Donc en bleu vous avez la limite de Kramer-Rao quantique, en noir vous avez nos points expérimentaux, donc il y a une petite différence parce que on a en fait des petites saturations des détecteurs de photons qui font qu'on a un bruit en plus, on n'atteint pas exactement mais on n'est pas loin. Et en rouge, c'est ce qu'on pourrait faire de mieux avec un imageur, une caméra idéale. Donc efficacité quantique égale à 1, un nombre infini de pixels, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on peut faire mieux que le détecteur idéal avec une caméra. Donc voilà un petit peu ce qu'on trouve à bas flux. Alors ce qui est intéressant après, c'est de passer à plus haut flux. Donc plus haut flux, tout de suite, beaucoup plus de photons, on s'attend, comme je l'ai dit tout à l'heure, n est plus grand, on devrait quand même trouver mieux. Donc un temps de mesure maintenant qu'on a un peu réduit, 5 millisecondes, mais sinon le principe est le même, des faisceaux d'1 millimètre. Alors je refais comme tout à l'heure, je regarde ma séparation comme je l'ai mesurée, enfin comme je l'ai décidé, celle que je mesure, et puis je place mes points expérimentaux. Alors là, ce que vous voyez tout de suite, c'est qu'il n'y a plus de barre d'erreur. Alors pourquoi il n'y a plus de barre d'erreur? Parce qu'elles sont tellement petites qu'on ne les voit pas ici. Donc on fait un zoom sur 2 points, par exemple. Donc là c'est en fonction de la séparation, et on voit deux choses, c'est que la barre d'erreur effectivement elle est toute petite, mais que le point il n'est pas sur la courbe. Donc soit on triche un peu, on le remet dessus, mais soit on se dit, il y a quelque chose qui se passe qui fait que le point n'est pas sur la courbe. Alors il n'est pas loin, on a quand même 1 micromètre, donc on a quand même une mesure qui est bonne à 1 micromètre près sur un faisceau qui fait 1 millimètre. Et alors pourquoi on a quand même une bonne alors c'est toujours le problème, c'est accuracy. On dit en exactitude. Voilà, je crois que c'est ça qu'on dit en français, excusez-moi. Pourquoi l'exactitude, elle n'est pas exactement là? C'est à cause de ce qu'on a fait tout à l'heure, qui est qu'on a fait une calibration, mais ce qui était honnête, avec une seule source. Et ce qui se passe dans notre expérience, c'est que les deux sources, il y a des lentilles pour les imager, il y a des choses, elles ne sont pas exactement identiques. Et donc si on compare la calibration qu'on fait avec les deux sources différentes, on voit qu'on a une petite différence. Et c'est cette différence qui explique qu'on a une petite différence d'exactitude à ce niveau-là. Voilà. Mais après, cette différence-là, finalement, c'est-à-dire qu'elle dépend de la qualité de l'appareil. Si on utilise un excellent télescope, toutes les sources, normalement, devraient avoir la même forme, ça sera peut-être mieux. Mais donc là, on a choisi de le laisser comme ce qu'on mesure. Et puis, sinon, je peux faire comme tout à l'heure, je peux quand même regarder la sensibilité, donc la barre d'erreur qui est là, en fonction, je suis bien dans les temps, en fonction de la séparation. Donc là, maintenant, je vais vous redonner la sensibilité. Je n'ai pas insisté dessus tout à l'heure. La sensibilité qu'on a, elle est maintenant de l'ordre de 20 nanomètres. Donc effectivement, augmenter le nombre de photons fait qu'on arrive à des sensibilités absolument remarquables. On a 20 nanomètres de sensibilité. Donc sur cette courbe, ce que vous avez, la limite de Kramer-Rao qui est à 0,5 nanomètres. Donc par contre, là, on ne l'atteint pas. Et alors pourquoi on ne l'atteint pas? La courbe ici, c'est la courbe théorique de ce à quoi on s'attend. Et en fait, on est limité par le bruit électronique des détecteurs. Parce qu'au bout d'un moment, on a un flux qui est un peu trop faible, et c'est pour ça qu'à petite séparation, on n'y arrive plus. C'est le bruit électronique des détecteurs qui nous limite. Alors honnêtement, en fait, on arrive à des sensibilités qui sont meilleures que celles qu'on pensait, et donc l'expérience n'est pas optimisée pour ça. Donc ça, il faudra le faire. Mais malgré tout, quand on compare les nombres, on a une sensibilité maintenant sur cette mesure de séparation qui est d'une dizaine, une vingtaine de nanomètres pour des faisceaux qui font 1 mm, et donc on fait beaucoup mieux que Rayleigh, qui n'est plus du tout pertinent dans ce régime-là. Alors pour finir là-dessus, on peut quand même se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une sensibilité de 20 nanomètres quand on a une exactitude qui est de toute façon de l'ordre du micron? D'accord ? Donc ça, c'est en fait quelque chose qui est assez connu pour les gens qui font de la métrologie, et vous savez par exemple que le GPS lui-même a une exactitude qui n'est pas excellente. Par contre, si vous prenez 2 GPS et que vous les comparez, vous avez une exactitude relative qui, elle, est très bonne. Parce que là, on s'affranchit d'un certain nombre d'effets systématiques. Et ici, en fait, c'est un peu la même chose.
C'est-à-dire qu'au lieu de faire une mesure absolue, maintenant, on va regarder ce qui se passe si je pars d'une mesure dont l'exactitude n'est pas très bonne, mais par contre, je vais changer un tout petit peu la séparation. Donc je vais regarder quelle sensibilité je vais avoir dans l'évolution de la séparation entre ces deux sources. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos deux sources et qu'on accroît la séparation par 500 nanomètres. Alors c'est grand devant 20, mais c'est parce qu'on ne pouvait pas faire mieux. Et là, cette fois-ci, donc je pars d'une certaine séparation, 50 microns, et j'augmente par étape de 500 nanomètres. Et là, cette fois-ci, ben, mes points ils tombent sur la courbe. D'accord ? Donc j'ai ma sensibilité de 20 nanomètres. Dans ce cas-là, c'est une sensibilité relative. Elle fait tout à fait sens, et elle dit bien que j'ai cette sensibilité-là. Alors il tombe sur la courbe, hein, moyennant quand même des petites choses à côté qui bougent un peu. Alors c'est intéressant de commenter là-dessus, malgré tout, parce que quand on arrive à ces mesures-là qui sont un peu sensibles, ben, d'abord, la barre d'erreur horizontale dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est la barre d'erreur de mon détecteur à cadran, dans ce qui me sert à faire référence. Et en fait, là, on est dans un régime où mon système est meilleur que mon détecteur à cadran, et c'est le détecteur à cadran qui limite. Et puis, il y a quand même des petites fluctuations, parce que l'environnement, en fait, de notre expérience, n'était pas prévu pour faire des mesures à 20 nanomètres. Et voilà, dès qu'il y a quelqu'un qui bouge un pied quelque part, ça fait bouger un petit peu l'expérience. Et on a ce genre de choses qui se décalent. Voilà, donc ça c'est pour en fait finir ma présentation. Hein. On voit que ça marche extrêmement bien et c'est limité par des côtés techniques en fait qu'on peut continuer à améliorer. Alors pour conclure, deux petits messages pour conclure. Eh bien, c'est qu'on arrive à montrer que ce qui est des choses théoriques et la théorie qui ont été développées dans le cadre plutôt quantique, on arrive à le faire avec des choses purement classiques et à faire beaucoup mieux dans un cadre certes bien contraint de laboratoire, mais de ce qu'on pourrait croire. Et puis, voilà, transfert de technologie, je n'ai pas pu résister à utiliser le win-win, qui est que, voilà, à la fois, on est content d'avoir pu transférer des choses qu'on a fait dans les laboratoires qui a permis à une entreprise, Kylabs, qui maintenant a 75 personnes, voilà, qui développe de nouveaux marchés, qui s'est installé dans de nouveaux locaux, donc qui fonctionne très bien. Et grâce à la valorisation faite par cette entreprise, eh ben, on a de nouveaux outils dans nos laboratoires de recherche pour faire de nouvelles expériences. Et on va continuer, on espère on a plein d'idées pour faire d'autres choses avec cet appareil dont on ne disposait pas avant. Et donc ce qu'on veut faire, hein, on va s'intéresser maintenant qu'on a ça. Est-ce que c'est effectivement pertinent, c'est ce qu'on dit dans toutes les présentations pour revendre notre papier. Est-ce que c'est pertinent pour la microscopie? Est-ce que c'est pertinent pour l'astronomie? Maintenant, il va falloir brancher ça sur des choses concrètes. Et puis regarder l'estimation multiparamètres. Et un point qui est très intéressant aussi, c'est l'hypothesis testing. C'est plutôt que de mesurer la distance entre deux sources, c'est de répondre à la question, est-ce qu'il y en a une ou deux? Et ça reste à la fois l'astronomie, mais aussi nos collègues de Thales, par exemple, où il y a pas mal de personnes intéressées à ça. Voilà. Pour finir, bien entendu, une petite photographie du groupe. Donc ça, c'est le groupe complet. Hein, en gras, c'est ceux qui ont participé à ce projet-là, effectivement. Celui que vous reconnaissez, je pense, certains d'entre vous, c'est quand même Claude Fabre, qui est quand même à l'origine de pas mal de ces choses-là. Et puis mes collègues Valentina Parigi et Mathia Valskars, qui est là, les trois permanents du groupe. Et Clémentine, qui est quelque part. Voilà, c'est quand même le travail de thèse de Clémentine qui va soutenir dans quelques mois. Et avec ça, je vous remercie de votre attention. Je pense aux applications astronomiques. Est-ce que le système a un intérêt ou est-ce qu'il s'applique aisément au cas où tu as correction des fluctuations de l'atmosphère? Enfin, je veux dire, comparer l'efficacité de son système dans un cas où il n'y a pas de correction et un cas où il y a correction. C'est la même chose ou pas du tout? Alors, pour moi, après il faut peut-être que je vérifie, pour moi c'est la même chose. En fait, c'est deux problèmes indépendants. C'est-à-dire qu'on corrige les fluctuations de l'atmosphère et derrière on met notre appareil. Mais c'est des choses qu'on est en train de tester. Donc là on collabore actuellement, pas en astronomie mais en microscopie avec Jean-Pierre Wolf à Genève, pour brancher ça vraiment sur un microscope avec des bruits, avec des choses et de voir si ça fonctionne. Donc c'est à vérifier, mais sur le principe, ces deux choses-là sont complètement compatibles.
Donc, merci beaucoup. Un peu dans le même sens, comme pour les applications Astro, donc on cherche des flux relatifs très différents. Comment ça marche quand les deux sources n'ont pas le même flux à 1, 2 ordres de grandeur, etc. Oui, alors, ça c'est un vrai problème. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est supposer que les deux sources ont la même puissance. Et c'est une hypothèse forte. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit là un multiparameter estimation. Le premier point qu'on veut faire en suivant un multiparamètre, c'est regarder ce qui se passe quand on enlève cette hypothèse. Alors l'avantage qu'on a nous avec le MPLC, c'est qu'on n'a pas que deux sorties, on n'a pas que le 0,0 et le 0,1. On a aussi les autres sorties. Et a priori, mais alors là, en utilisant la lumière sur les autres sorties, on doit pouvoir s'affranchir au moins en partie de cette hypothèse. La question, c'est quelle est la limite qu'on va avoir dans ce cas. A priori, quand c'est pas trop différent, il n'y a pas de souci. Si on commence à avoir un ordre de grandeur, là, je ne sais pas. Je sais pas encore. À 10%, normalement, de calcul préliminaire font que ça devrait marcher. Un ordre de grandeur, je ne sais pas. Je crois que tu as commencé à répondre à ma question. Dans les résultats expérimentaux, l'exactitude des 20 nanomètres, tu l'obtiens en prenant le 0,1. C'est tout. Et est-ce que tu pourrais pousser vers la gauche en prenant les supérieurs? Oui, tout à fait. Donc pour l'instant, on fait la mesure que dans le 0,1. Et alors en fait, au départ, on était très motivés. On voulait faire tous les modes, tout ça, enfin quand même toujours. Et la calibration devient beaucoup plus compliquée quand on utilise plus de modes et la différence entre eux. Et je pense que là, on fait vraiment une technique, on fait une calibration parfaite, on mesure, etc. Il va falloir qu'on utilise des techniques un peu plus subtiles de traitement des données si on veut utiliser ce qui sort sur plusieurs fibres. Donc là, on commence à réfléchir à ça. Sur le principe, c'est possible. Mais là, pour le coup, il y a tellement d'effets un petit peu systématiques à droite et à gauche qu'il faut qu'on soit un peu plus malin sur le traitement des données. Éventuellement, utiliser l'algorithme génétique, l'intelligence artificielle, quelque chose pour bien utiliser les données. Parce qu'effectivement, dès qu'on fait une petite erreur dans les données, les 20 nanomètres ils disparaissent tout de suite. Donc pour l'instant, on a beaucoup mieux en utilisant qu'une source, enfin qu'une sortie. Voilà. On espère regarder les autres. Merci Nicolas pour cette excellente présentation.